Germania devait être la future capitale de l'Allemagne et devait être beaucoup plus impressionnante que Paris, Rome ou Vienne. Tout le monde devait être impressionné, mais surtout Germania a révélé la mégalomanie d'Adolf Hitler qui s'est toujours considéré comme un architecte. Si elle aurait existé, comment aurait été cette capitale ? Plongeons au cœur de Germania, la nouvelle capitale d'Hitler. En septembre 1917, en plein milieu de la Grande Guerre, Hitler demande à passer sa permission à Berlin. Ce qu'il veut est simple, découvrir l'architecture de la capitale, dont il s'est toujours fait une très haute idée. Il pensait être émerveillé, mais en réalité, il est déçu, comme l'expliquera Otto Dietrich, qui fait partie de son entourage. Avant de devenir maître du Reich en 1933, Hitler a sérieusement envisagé de faire de Munich la capitale du Reich, ou encore de construire un tout nouveau siège du gouvernement quelque part au cœur de l'Allemagne. Une fois arrivé au pouvoir, ce sont les problèmes politiques et économiques qui l'obligent à renoncer à ce projet. Mais à la place, il souhaite transformer complètement Berlin, qui sera complètement rebâti et sera digne de l'empire qu'il aura conquis. Hitler dira: Berlin, en tant que capitale mondiale, ne pourra se comparer qu'à l'ancienne Égypte, à Babylone ou à Rome. Qu'est-ce Londres, qu'est-ce Paris à côté de cela ? L'ambition du Führer est simple. Il faut offrir au Grand Reich germanique une capitale digne du prestige qu'il a réussi à conquérir. Il travaille sur ce projet depuis les années 30 avec son architecte préféré, Albert Speer, auquel il confie: Berlin est une grande ville, mais pas une métropole. Regardez Paris, la plus belle ville du monde, ou même Vienne. Voilà des villes qui ont une unité. Mais Berlin n'est qu'un amas anarchique de maisons. Il faut que nous coiffions Paris et Vienne. Hitler a déjà trouvé un nom pour appeler le nouveau Berlin. Ça sera Welthauptstadt Germania, ce qui signifie capitale mondiale Germania. En somme, il veut donner une seconde naissance à cette ville, dont les habitants ont un sens de l'humour bien à eux. Quand Berlin sera rasé pour construire Germania, certains des habitants devront aller coloniser les territoires à l'est, qu'ils rêvent déjà de conquérir. Ce fantasme mégalomaniaque ne va pas s'arrêter là. 4 autres villes d'Allemagne et d'Autriche doivent être reconstruites pour qu'elles rayonnent dans le monde. Les 4 villes en question sont Hambourg, qui sera la capitale commerciale et maritime du Reich, Munich, qui sera la capitale du mouvement national-socialiste, Nuremberg, qui sera la capitale du parti nazi, et Linz, qui sera la capitale mondiale de la culture et des arts. Cette dernière devra accueillir un gigantesque Führermuseum qui sera consacré à l'art germanique. Durant l'été 1936, Adolf Hitler confie le projet de Germania à Albert Speer, qui est promu au rang de premier architecte du Reich. Au cours de leur réunion de travail à la chancellerie, les 2 hommes étudient les moindres détails de chaque rue et de chaque bâtiment. Ils tracent des plans et font construire des maquettes pour juger des perspectives. Amoureux des arts, le dictateur souhaite s'inspirer des merveilles du monde et des édifices les plus majestueux des capitales du globe. Un seul mot d'ordre, il faut que ce soit plus haut, plus gros, plus grand et plus beau. Les monuments à Germania doivent dépasser en splendeur et en taille tout ce que l'homme a été capable de bâtir jusque-là. Le chantier est plus que pharaonique, car Hitler, omnubilé par les grandes cités antiques, exige que Germania soit érigée selon un axe nord-sud, alors que Berlin a été construite sur un axe ouest-est.
est en raison de la Spree, la rivière qui traverse la ville. Les travaux pour Germania vont impliquer le détournement de la Spree, la réalisation d'innombrables percées, la destruction de milliers de bâtiments et la révision du réseau ferroviaire, par exemple en déplaçant les gares. Le 30 janvier 1937, Albert Speer est officiellement chargé de la plus grande mission architecturale jamais confiée par Hitler, auquel il va devoir rendre des comptes personnellement sur la construction de Germania. Albert Speer s'installe avec son équipe dans le bâtiment de l'Académie des Arts, sur la Pariser Platz. L'immeuble est tout proche de la chancellerie, ce qui facilite grandement les réunions de travail entre l'architecte et son maître d'œuvre. Speer va répartir ses collaborateurs en 3 services. Une agence de planification va se charger de l'aménagement de Germania. Un bureau central doit s'occuper des questions financières, juridiques et administratives. Et un office général de la construction sera responsable de la voirie, des travaux de démolition et de la coordination avec les entreprises sélectionnées pour travailler sur le chantier. Construction des monuments phares de la mégalopole est confiée aux meilleurs architectes de toute l'Allemagne, tels que Wilhelm Kreis, Paul Bonatz, German Bestelmeyer, Peter Behrens. Il y a également les meilleurs sculpteurs comme Arno Breker et Josef Thorak. Speer promet à son Führer que l'inauguration de Germania aura lieu en 1950. La SS ne reste pas inactive pour la construction de Germania. Elle sera sollicitée pour mobiliser des milliers de détenus des camps de concentration de Flossenbürg et de Mauthausen, pour extraire et tailler les blocs de granit nécessaires aux constructions. Sur le canal Oder-Havel, le camp Klinkerwerk, une annexe du camp de Sachsenhausen, est ouvert. Il fera office de briqueterie au profit de Germania. Des moyens financiers et logistiques colossaux sont mobilisés pour faciliter les choses. Une commande de plus de 30 millions de Reichsmark est passée par Speer auprès des fournisseurs de pierres de Norvège, de Finlande, de Suède, des Pays-Bas, de Belgique et d'Italie. Pour transporter ces cargaisons, l'architecte en chef établit ses propres chantiers navals à Wismar et à Berlin et constitue une flotte de 1000 péniches de 500 tonnes de charges utiles. Le coût total de cette entreprise titanesque est évalué par Albert Speer lui-même à 6 milliards de Reichsmark. Pour alléger le poids des dépenses, Speer prévoit une dotation annuelle de 500 millions de Reichsmark, ce qui représente, selon ses dires, un 25e du total des dépenses de construction en Allemagne à cette époque. Pour lui, cet effort n'est pas insurmontable, mais au moment de ses calculs, le Reich n'est pas encore en guerre. Hitler, lui, veut un effort collectif. Chaque ministère et chaque service public va devoir allouer une partie de son budget annuel à la conception du projet Germania. Des appels aux dons sont lancés auprès du peuple et des industriels et vont permettre de réunir quelques millions supplémentaires. La municipalité de Berlin va devoir donner une part de son budget annuel à la transformation du réseau de voies ferrées et à l'ouverture des nouvelles routes et lignes de métro. Quant à la main-d'œuvre, elle ne coûtera rien, puisqu'elle sera exploitée par les SS. Au ministère des Finances, un homme s'inquiète des calculs optimistes d'Albert Speer et d'Hitler. Il s'agit de Lutz Schwerin von Krosigk. Mais le Führer va sans cesse rappeler l'histoire du roi Louis II de Bavière, connu pour ses énormes dépenses. Que le ministre des Finances pense aux sources de revenus dont l'État disposera d'ici 50 ans à peine grâce à mes constructions. Que s'est-il passé avec Louis II ? On a déclaré qu'il était fou à cause des dépenses qu'il faisait pour construire ses châteaux. Et aujourd'hui, beaucoup d'étrangers viennent en Haute-Bavière uniquement pour voir ces châteaux. Les droits d'entrée, à eux seuls, ont depuis longtemps amorti les frais de construction. Croyez-le bien, le monde entier viendra à Berlin pour voir nos édifices. Il nous suffira de dire aux Américains combien a coûté le Grand Dôme. Peut-être exagérons-nous un peu, ou au lieu d'1 milliard, nous dirons 1,5 milliard. Alors, ils voudront absolument voir l'édifice le plus cher du monde.
Le 20 avril 1939, Hitler fête ses 50 ans. Dans sa limousine, il parcourt 7 km de l'axe Est-Ouest, inauguré par son architecte, et cet axe sera le boulevard principal de sa future capitale rénovée. 6 mois plus tard, la guerre éclate. Cette nouvelle guerre devrait normalement être un frein pour les futurs travaux architecturaux, mais c'est tout le contraire qui se passe. Lors des premières conquêtes à l'ouest, Hitler garde ses projets à l'esprit. Le 28 juin 1940, il visite Paris. Il voit l'opéra, puis il fait arrêter sa voiture au beau milieu de l'avenue des Champs-Élysées, qu'il traverse à grande enjambée pour s'arrêter devant la tombe du soldat inconnu. Hitler a la tête baissée et paraît très concentré lors de sa marche. En réalité, il est en train de mesurer lui-même la largeur de l'avenue sur laquelle il est en train de marcher. Otto Dietrich note. Dans l'avion du retour, Hitler a déclaré qu'il n'avait guère été impressionné par les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe et la place de la Concorde. Il les aurait crus bien plus imposants. Mais j'ai appris ensuite qu'il avait apporté aussitôt, après des changements généraux de la ville de Berlin, en élargissant le grand boulevard pour le porter de 40 à 120 mètres. La bataille d'Angleterre ayant échoué, Hitler lance son offensive à l'Est, contre l'Union soviétique. Les architectes, eux, doivent continuer leur travail, mais rien ne prouve que leur matière première soit liée à l'effort de guerre. À la fin de 1941, les forces allemandes sont stoppées aux portes de Moscou. Mais en février 1942, Heinrich Himmler est encore confiant, puisqu'il dit à son kiné, Félix Kersten, qu'il faut réaménager le sol du Gau de Brandebourg, une fois que la victoire sera acquise. Dans un rayon de 125 km autour de Germania, l'État doit racheter toutes les terres et les fermes. Les propriétaires devront s'installer dans les colonies orientales. Suivant à la lettre les consignes données par Hitler, Himmler règle tout dans les moindres détails. Le déplacement devra se faire par village et par communauté entière, afin de ne pas augmenter le sentiment de déracinement et de maintenir une solide cohésion entre les futurs colons lors de leur réimplantation. Seules les bourgades et les grandes exploitations au rendement satisfaisant resteront autour de Germania. Les terres pauvres devront être reboisées par les paysans avant leur départ pour l'Est. La vision d'Hitler et d'Himmler est faite ainsi. Une capitale entourée d'épaisses forêts et d'un petit nombre de villages espacés de 10 km les uns des autres. Contrairement à Himmler, Hitler se consacre aux structures et l'architecture de la mégapole et espère que la population atteindra 8 millions d'habitants 10 ans après la fin de la guerre. Cette nouvelle capitale doit démontrer la puissance aryenne. Elle inaugurera une nouvelle ère, celle où le Führer laissera son empreinte comme bâtisseur de l'Empire germanique. Le 8 juin 1942, dans son QG de Rastenburg, Hitler dévoile de nouvelles idées mégalomaniaques à ses proches. Comme Bismarck insuffla jadis l'idée allemande à la Bavière, à la Prusse, etc., nous devons conduire méthodiquement les peuples germaniques de l'Europe continentale à l'idée germanique. Un changement de nom de Berlin en Germania donnerait de l'impulsion à ce mouvement, car ce nom donnait à la capitale et les membres de tous les rameaux germaniques, malgré la distance géographique. Les Allemands des territoires de l'Est, les Alsaciens, les Lorrains, les Suisses alémaniques, les Liechtensteinois, les Flamands, les Néerlandais, les Luxembourgeois et Scandinaves seront gouvernés par une même capitale, Germania. Mais cette capitale, à quoi ressemblerait-elle ? Quand le visiteur descendra du train sur les quais de la monumentale gare du Nord, située sur la Scharnhorstrasse, il découvrira des lieux qui n'ont plus grand-chose en commun dans l'ancienne gare de Lehrte. Il y aura 25 grandes lignes, 10 lignes régionales, 9 voies dédiées au fret,
6 lignes de train de banlieue et 4 de métro. La nouvelle gare sera l'une des plus importantes du monde. En arpentant les quais qui mesureront plus de 400 mètres de long, le voyageur pourra admirer des trains propulsés à 250 km/h par de fabuleuses locomotives couplant des moteurs diesel avec des génératrices électriques. 1500 passagers pourront monter dans les wagons au confort exceptionnel, puisqu'il y aura une voiture restaurant, une voiture cinéma, une piscine, un sauna et un salon de coiffure. Ces trains exceptionnellement luxueux relieront Germania à toute l'Europe et même aux colonies de l'Est, là où la population ira en vacances en Crimée pour y apprécier le soleil. Si le voyageur parcourt le centre-ville du nord au sud, il découvrira 2 obélisques, derrière lesquels s'étend un lac artificiel. La nature marécageuse du terrain à cet endroit empêche la construction de tout bâtiment. Albert Speer a l'idée d'y aménager un plan d'eau dont les habitants de Germania pourront profiter lorsqu'il fera beau. Des cabines vestiaires, des restaurants et des hangars pour les canots entoureront ce bassin. À la surface de celui-ci, des jeunes portant les uniformes de la Hitlerjugend feront flotter les maquettes des légendaires cuirassés de la Kriegsmarine. On n'oubliera pas les terrasses ensoleillées sur lesquelles les Germaniens pourront siroter un Fanta, la célèbre boisson conçue à Essen en 1940. Ce grand bassin, où l'on pourra siroter ce fameux Fanta, sera entouré par l'Académie de guerre, l'hôtel de ville long de 450 mètres, l'immeuble de l'état-major de la Kriegsmarine et la préfecture de police. En continuant vers le sud, le visiteur pourra contempler le monument phare de Germania, la Volkshall, ou en français le Hall du peuple, qu'Hitler imagine comme la 8e merveille du monde. C'est là que le dictateur s'adressera à la foule, érigé au cœur de la capitale, donc au cœur du Reich. Cet édifice presque sacré qui symbolisera à la fois la communauté du peuple allemand et son rassemblement autour de son Führer, a été tout simplement pensé par le cabinet d'architectes appartenant à Albert Speer. Ce bâtiment est inspiré de croquis du Panthéon de Rome et du Capitole de Washington, dessinés par Hitler en 1925. Il s'agit d'un gigantesque quadrilatère de 315 mètres de côté et 74 mètres de haut, dont les angles sont constitués de pilastres cannelés en granit clair venus de Suède et de Finlande. L'entrée principale, qui est située à l'extrémité nord de l'Adolf Hitler Platz, l'ancienne Königsplatz, doit être impressionnante, voire époustouflante, car c'est un portique dont les 34 colonnes s'élèvent à 30 mètres du sol. L'escalier est encadré par 2 statues de presque 20 mètres, signées Arno Breker. L'une de ces statues représente Atlas, portant le ciel, et l'autre Tellus, soutenant le globe terrestre et la voûte céleste, lesquels sont recouverts d'émail, les contours des continents et les constellations étant incrustés d'or. Bien que rien ne soit trop beau pour Hitler, la principale caractéristique de la Volkshall est sa coupole. Ce carré colossal sert de base à un gigantesque drôme de 250 mètres du sol, sur lequel trône l'aigle du Reich, enserrant non pas une croix gammée, mais la terre, ce qui symbolise le rayonnement du national-socialisme à travers le monde. Car selon les propres mots d'Hitler, « Pour couronner le plus grand édifice du monde, il ne peut y avoir que l'aigle dominant le globe. » Invisible à l'œil nu, les fondations du bâtiment sont en un bloc de plus de 3 millions de mètres cubes de béton, soit une surface au sol de presque 100 000 mètres carrés, pour un volume total de 21 millions de mètres cubes. La grande salle de la majestueuse Volkshall pourra accueillir jusqu'à 180 000 personnes, dont un décorum à couper le souffle. On peut voir des piliers en marbre, des mosaïques, des frises et bas-reliefs, des sculptures monumentales néo-antiques, le tout étant conçu pour imposer le respect aux visiteurs. En dehors de ces richesses, l'architecture intérieure de la Halle du Peuple demeure assez simple.
Il y a des tribunes qui s'élèvent sur 3 rangs et qui surplombent une fosse circulaire de 140 mètres de diamètre. Du côté opposé à l'entrée se trouve la tribune du Führer, depuis laquelle il adresse ses messages au peuple du Reich. La luminosité des lieux est accentuée par une ouverture circulaire d'un diamètre de 46 mètres pratiquée dans le dôme. La Volkshall est bordée par la Spree, qui fait office de miroir d'eau sur lequel sa silhouette se reflète afin d'accentuer l'effet massif que produit le monument. Pour ne pas perturber le trafic fluvial, la rivière doit être élargie au bord du bâtiment et un tunnel à 2 voies est creusé sous le parvis de l'édifice. Notre visiteur est désormais parvenu à la gigantesque Adolf Hitler Platz, qui fait 500 mètres sur 450, auquel s'ajoute la superficie de l'esplanade de la Volkshall. Bâtie sur l'ex-Königsplatz, elle est uniquement piétonne et accueille chaque année la manifestation du 1er mai, décrétée jour de la Volksgemeinschaft, ce qui signifie communauté du peuple allemand. Elle est précédée d'un tambour-major d'une fanfare de la Leibstandarte SS Adolf Hitler, le régiment de garde du corps SS d'Hitler, qui défile au pas de loi en jouant des marches militaires et des airs du parti. Parmi les milliers de touristes venus de toute l'Allemagne, des colonies ou de l'étranger qui arpentent la place avec leur appareil photo en main, et parmi la foule, se dissimulent les agents de la Gestapo, la police secrète d'État créée par Hermann Göring, qui se tient prêt à déjouer tout acte malveillant ou tentative d'attentat. Pourquoi ? Parce que le lieu est entouré par les bâtiments les plus sensibles du Reich, comme l'ancien Reichstag, l'immeuble du haut commandement de la Wehrmacht, dit OKW, le bâtiment administratif de la chancellerie du Reich et surtout le palais du Führer. Le palais du Führer, dit Führerbau, est conçu par Albert Speer en respectant les directives imposées par Hitler. Ce palais doit être l'un des plus majestueux édifices de Germania, mais aussi l'un des plus étendus, car avec les jardins et la palmeraie, sa superficie atteindrait les 2 millions de mètres carrés. Encore une fois, le bâtiment est démesuré. L'endroit doit être gardé par d'imposantes sentinelles de la Leibstandarte SS Adolf Hitler. La façade comprend au rez-de-chaussée des colonies géminées, avec à l'arrière-plan des peintures murales et des mosaïques. Au centre du bâtiment, à 14 mètres du sol, un balcon orné d'un aigle nazi permet à Hitler de se montrer à la foule. En passant le portail, le visiteur pénètre dans une cour d'honneur de 110 mètres de long, donnant elle-même sur 2 cours entourées de colonnes. Albert Speer explique. De la cour, on passait dans les salons qui conduisaient à une série de salles en enfilade. On aurait donc eu plusieurs enfilades de pièces d'un quart de kilomètre de long. Sur la face nord du palais, l'une d'elles aurait même eu 380 mètres. Puis on passait, après avoir traversé un vestibule, dans la grande salle à manger. Dans cette pièce de 92 mètres sur 32, 2000 invités peuvent festoyer. Le palais est divisé en 3 parties. Le centre abrite le cabinet de travail d'Hitler. Dans l'aile nord, les appartements privés d'Hitler, depuis lesquels, en empruntant une suite de galeries, il peut accéder directement à la Volkshall. L'aile sud est occupée par les services administratifs indispensables aux tâches quotidiennes du dictateur. De vastes escaliers garnis de tableaux de maîtres et de longs couloirs richement décorés relient chacune des ailes. Et ce n'est pas tout. Albert Speer précise. Pour les réceptions de gala, 8 salles gigantesques étaient prévues. La machinerie la plus moderne avait été conçue pour un théâtre de 400 places, imitation des théâtres princiers de l'époque baroque et rococo. Dans l'enceinte de ce splendide théâtre, les convives disposent de fauteuils confortables. Hitler, lui, a sa propre loge. La voie d'accès des diplomates, qui est longue de 500 mètres, se doit d'impressionner durablement les plénipotentiaires envoyés dans toutes les chancelleries du monde, comme l'explique toujours Albert Speer. On traversait un salon de 34 mètres sur 36, une salle 67.
Une salle carrée de 28 mètres sur 28. Une galerie de 220 mètres. Un vestibule de 28 mètres sur 28. Bien plus qu'un édifice de prestige, le Führerbrau est en réalité pensé par Adolf Hitler pour céder un jour ce magnifique palais à ses successeurs, dont il doute qu'ils aient sa trempe et son autorité. Il dit « Ceux qui me succéderont un jour, ceux-là auront bien besoin d'un tel apparat. Pour beaucoup d'entre eux, ce sera la seule façon de se maintenir. On ne saurait croire le pouvoir qu'acquiert sur ses contemporains un petit esprit quand il peut profiter d'une telle mise en scène. De tels lieux, quand ils sont empreints d'un passé historique, élèvent même un successeur sans envergure à un rang historique. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle nous devons construire tout cela de mon vivant, afin que j'ai vécu là et que mon esprit confère une tradition à cet édifice. » De l'autre côté de l'Adolf-Hitler-Platz se dresse le Großdeutscher Reichstag, qui est le nouveau parlement adjacent à la Hall du Peuple, où siègent les 1200 députés qui seront tous naturellement acquis à la cause du national-socialisme. À ses côtés, l'ancien Reichstag a été préservé par le Führer contre l'avis de Speer qui souhaite le détruire. Le maître du Reich, qui aime beaucoup ce bâtiment, l'a complété par de nouvelles ailes le reliant côté sud au siège de l'état-major de la Wehrmacht et côté nord à la Halle du Peuple. Ce Reichstag, dont l'incendie avait servi de prétexte aux nazis pour interdire le Parti communiste et mettre au pas l'opposition en 1933, abritera désormais des salles de lecture et de repos pour les députés, car la séance est transformée en bibliothèque. Au sud de la place, l'immeuble de l'OKW et l'aile d'entrée de la chancellerie du Reich sont parfaitement symétriques. La partie centrale de ces deux édifices étant en forme de tour, tandis que le toit est surmonté à chaque angle de somptueuses statues de lions sculptées par Arno Breker. Entre les deux bâtiments passe la grande avenue, qui débouche sur l'Adolf-Hitler-Platz. C'est le seul axe qui permet d'accéder à la place. Et cela n'a rien d'anodin, car Hitler souhaite protéger le cœur décisionnel de son empire d'éventuels vindictes populaires. Il dit « Il n'est quand même pas exclu que je sois une fois obligé de prendre des mesures impopulaires. Peut-être y aura-t-il alors une révolte. Il faut se prémunir contre cette éventualité. Toutes les fenêtres des bâtiments donnant sur cette place devront être munies de lourds volets blindés coulissant en acier. Les portes, elles aussi, devront être en acier. Et l'unique accès à la place doit être fermé par une lourde grille de fonte. Le centre du Reich doit pouvoir être défendu comme une forteresse. » En plus de ces dispositions de sécurité, la caserne du régiment d'élite Großdeutschland est située à seulement 800 mètres au nord de la Volkshall. Et l'unité peut intervenir rapidement en cas de problème. Celle de la Leibstandarte SS Adolf Hitler se trouve à 7 km plus au sud. Mais Hitler a pensé à tout s'il y a une manifestation hostile. S'ils montent me rejoindre avec leur véhicule blindé en roulant sur toute la largeur de cette grande avenue, il n'y aura pas de résistance possible. Si Hitler avait disparu avant l'année de notre touriste, celui-ci aurait pu admirer un autre monument élevé sur l'Adolf-Hitler-Platz par Heinrich Himmler, désiré d'apporter sa pierre à l'édifice berlinois et de rendre hommage à son maître en lui bâtissant un temple funéraire digne de la pyramide de Khéops. Manifestement désireux de faire reposer la dépouille d'Hitler dans la capitale, le fidèle Heinrich confie la nature de son gigantesque projet de mausolée à son masseur Félix Kersten, qui rapporte « Immédiatement après la guerre, nous avons l'intention d'ériger une construction qui sera la plus grande et la plus belle du monde. Ces plans ont été dessinés en 1938. Ce monument coûtera 50 milliards de Reichsmarks. Il se dressera sur la Königsplatz à Berlin. En hauteur, il fera 355 mètres et sera d'un diamètre de 1500 mètres. Les fondations coûteront à elles seules 3 milliards de Reichsmarks. La crypte contiendra un tombeau plus grand et plus beau que tout ce que les pharaons ont jamais connu. Cela est tout à fait approprié, car il contiendra le corps du plus grand chef de tous les temps, Adolf Hitler. Sa dépouille reposera dans un cercueil en or serti de pierres précieuses provenant des montagnes de l'Oural.
Le monument sera également composé de grands couloirs et de grandes salles pour des célébrations pouvant accueillir de 200 000 à 300 000 personnes. Il y aura aussi un panthéon où seront placés les bustes et les noms de tous les hommes qui auront été les plus fidèles collaborateurs d'Hitler. Tous ceux qui, en ces jours justes et difficiles, l'auront aidé de manière désintéressée dans la tâche immense de faire revivre l'Allemagne seront immortels. Dans les centaines d'années à venir, les habitants de toutes les régions d'Allemagne, qui s'étendra des montagnes de l'Oural à la Manche et de l'Arctique à la Méditerranée, viendront en pèlerinage sur la tombe du plus grand Allemand qui ait jamais vécu. Ce monument sera un édifice sacré et un lieu central de la véritable religion allemande. Ce bâtiment doit montrer aux visiteurs qu'Hitler était une sorte de prophète, voire un messie. Mais d'un point de vue plus spirituel, si nous étions des visiteurs, nous remarquerions une chose. Il n'y a aucun édifice religieux au sein de Germania. Et nous n'en trouverions aucun. Il n'y a pas de synagogue non plus, puisqu'elles ont été incendiées par les SS et les SA durant la nuit de Kristall en novembre 1938, et que les 75 000 juifs berlinois ont été déportés à Auschwitz durant la guerre. Malgré la signature du Concordat en 1933, l'Église catholique allemande, en raison de ses prises de position contre le régime, notamment au sujet du programme d'euthanasie des malades mentaux, n'est plus en odeur de sainteté auprès des nazis, tout comme l'Église protestante. La fièvre néo-paganiste s'est emparée très précocement de certains cercles allemands influencés par le mouvement Völkisch, par le mysticisme de la société de Thule et par les idées du théoricien du parti Alfred Rosenberg, un antichrétien favorable à la renaissance du culte Wotan, le dieu de la mythologie germanique plus connu sous le nom d'Odin dans la mythologie nordique. Ce culte a été adopté par l'ordre chevaleresque païen SS pour réaliser ses baptêmes, ses mariages ou ses enterrements. C'est dans ce contexte de croyance qu'Albert Speer a dû trouver une idée pour ériger des églises dans Germania. Il s'engage donc à reconstruire les édifices chrétiens qui auront été détruits par les travaux. Mais Martin Bormann, chef de la chancellerie du parti, lui rappelle qu'il n'y aura aucun terrain à bâtir car les églises protestantes et catholiques sont des foyers d'opposition potentielle au nazisme et donc ne doivent pas prendre racine au sein de la toute nouvelle capitale du Reich. La seule cathédrale de Germania doit être la Volkshall, d'où devront retentir les paroles prophétiques du Führer. Désormais sorti de la place d'Adolf Hitler, notre touriste pénètre sur la Prachthalle, ce qui littéralement signifie l'avenue des splendeurs, qui sera la plus grande avenue du monde. Elle sera plus communément appelée Grande Avenue. Elle mesurera 120 mètres de large sur 5 km de long. Pour respecter le souhait d'Hitler, elle dépassera toutes les proportions déjà vues et elle devra être la plus belle avenue du monde pour détrôner les Champs-Élysées. Hitler dit : Les Champs-Élysées ont 100 mètres de large. Notre avenue aura en tout cas 20 mètres de plus. Quant au XVIIe siècle, le grand prince électeur fit construire l'avenue Unter den Linden et qu'avec une grande clairvoyance il décida qu'elle aurait 60 mètres de large, il pouvait tout aussi peu prévoir le trafic actuel qu'Haussmann quand il conçut les Champs-Élysées. Une allée de prestige où se dérouleront les défilés militaires. La Prachthalle aura un trafic routier réglementé, illimité. D'ailleurs, pour ne pas embouteiller les principaux axes de la capitale, il est prévu de creuser des tunnels routiers de 6 mètres de large, disposant d'un éclairage ultramoderne conçu pour ne pas éblouir les automobilistes. Si les touristes poursuivent sur la Grande Avenue en direction du sud, le visiteur traverse le parc Grosser Tiergarten avant d'accéder à la nouvelle chancellerie du Reich construite par Speer en 1938. D'un volume d'1,2 million de mètres cubes, elle est née du souhait d'Hitler de quitter l'hôtel particulier de la Wilhelmstrasse, qu'il considère comme tout juste bon pour des fabricants de savon, afin de s'installer dans un bâtiment digne de la gouvernance d'un empire. Toujours en continuant sur la Grande Avenue, les touristes découvrent bientôt l'imposante Soldatenhall, le mémorial du soldat dessiné par Wilhelm Kreis.
De part et d'autre du bâtiment principal, les ailes donnant côté rue sont ornées de bas-reliefs de breakers. En plus d'être un lieu de commémoration, on trouve une salle des trophées où est exposé un butin représentatif du matériel pris à l'ennemi durant la guerre. Ce lieu recèle des pièces indissociables des triomphes des forces armées allemandes, comme le wagon de la clairière de Rotonde, dans lequel ont été signées la capitulation du 11 novembre 1918, puis l'armistice avec la France en juin 1940. Dans ce panthéon guerrier sont inhumés le roi de Prusse Frédéric II et les plus illustres généraux allemands. Juste derrière le mémorial du soldat se trouvent les bâtiments de l'état-major de l'armée de terre, qui mesurent 450 mètres sur 300 de long. Ce complexe est en forme de U et comporte un gratte-ciel rappelant ceux de New York, qui est pour Hitler un objet de fascination autant que d'exécration. De l'autre côté, toujours à l'extrémité nord de la Grande Avenue, face à la Soldatenhall, se dresse le monumental palais du Reichsmarschall Göring, dont le coût de construction est estimé à 160 millions de Reichsmark. Dessiné par Speer, qui s'est inspiré du palais Pitti de Florence, tout en conservant un style néoclassique, ce bâtiment regroupe l'ensemble des services dirigés par Hermann Göring, car le Reichsmarschall cumule les fonctions de chef de la Luftwaffe, de président du Reichstag, de ministre de l'air, de ministre des eaux et forêts, de ministre-président de Prusse et de député de la 4e circonscription de Potsdam, sans oublier la charge de grand veneur du Reich. L'entrée du palais est gardée par le Wachbataillon Hermann Göring, le bataillon d'escorte de Göring. À l'entrée, on voit un porche depuis lequel on gagne un hall fastueux qui ouvre sur un escalier baroque large de 48 mètres et haut de 42 mètres, ce qui représente un bâtiment de 4 étages. Dans ce hall, Göring doit prononcer chaque année son mot d'ordre aux officiers de la Luftwaffe. Depuis 1941, le Reichsmarschall souhaite faire élever un monument en hommage à l'architecte. Il dit : Dans le hall de cet escalier, le plus grand du monde, Breker doit élever un monument à l'inspecteur général de la construction. Il sera érigé ici même pour honorer l'homme qui a créé un édifice aussi grandiose. De part et d'autre du hall se trouvent des cours intérieures. Au niveau principal, seules les ailes sont véritablement occupées, le centre étant constitué de la longue galerie qui les relie entre elles. Celle située au nord est de même dimension que la façade principale et comprend la grande salle des banquets, la salle des fêtes, les appartements privés et le cabinet de travail de Göring. Pièce que l'on imagine parée de ses innombrables trophées de chasse et œuvres d'art de sa gigantesque collection. Celle orientée au sud abrite les bureaux, la salle de conférence et la salle d'état-major. Au dernier étage sont situées les chambres à coucher. Speer a recouvert le palais du Reichsmarschall d'une couche de terre végétale de 40 mètres d'épaisseur, afin que les grands arbres puissent y prendre racine. Ce parc, qui mesure 11 800 mètres carrés, est situé au-dessus du jardin zoologique et embelli de colonnades, de fontaines, de bassins et de pergolas. Il y a une piscine, un court de tennis et un théâtre d'été pouvant accueillir jusqu'à 250 spectateurs. En fait, Göring dispose de ses propres jardins. Pensant au fait qu'il donnerait sur cette somptueuse terrasse, Göring avait dit en découvrant les plans de Speer : Je ferai illuminer le grand dôme par des feux de Bengale, et j'y ferai tirer un grand feu d'artifice pour mes invités. En plus de constituer un hommage symbolique à la fonction de ministre des Forêts du Reichsmarschall, ce parc recouvert d'arbres sert à camoufler le palais des bombardiers ennemis, bien que Göring fût alerté du danger par le docteur Kurt Knipfer, de la dimension du dôme de la Halle du Peuple, qui serait facilement repérable vue du ciel et qui serait une cible de choix pour les bombardiers. Dans le sous-sol du palais, le Reichsmarschall Hermann Göring dissimule une fosse pour ses lions préférés, ainsi qu'une cave à vin rassemblant les plus belles bouteilles de sa collection. Plus loin sur la Grande Avenue se trouve la Place Ronde,
la Runderplatz, avec sa grande fontaine, au centre de laquelle trône une gigantesque statue représentant Apollon. Le monument fait office de carrefour giratoire, autour duquel ont été bâtis le palais de Göring, la Soldatenhall, l'office de tourisme de Germania, dont d'ailleurs Hitler a posé la première pierre le 14 juin 1938, la maison des artistes allemands, un luxueux cinéma et une caserne d'officiers. Au sud de la Runderplatz, la Prachthalle est davantage inspirée du Ring, le plus beau boulevard de Vienne. Un soin particulier a également été porté à l'homogénéité des bâtiments, avec leurs dimensions standardisées, leur architecture néoclassique, leurs façades symétriques et leur cour intérieure. Hitler et Speer ont tous les deux pris soin de ne pas transformer les lieux en quartiers administratifs, de façon à ce qu'ils restent animés de jour comme de nuit. Albert Speer explique. Nous étions conscients du fait que construire sur la nouvelle avenue uniquement des bâtiments publics risquerait de donner l'impression d'une absence de vie. Par conséquent, nous avions réservé les 2/3 de sa longueur à des constructions privées. En descendant la grande avenue, les visiteurs peuvent découvrir que ces immeubles abritent des hôtels de luxe, des restaurants, des habitations de grand standing, des bureaux, des cinémas, des théâtres, des music halls, des magasins et les sièges sociaux de prestigieuses sociétés allemandes, dont les firmes Agfa, AEF ou alors l'agence de presse Transocéan. Un peu plus bas, les visiteurs débouchent sur le quartier ministériel qui regroupe 11 grands ministères séparés les uns des autres par de magnifiques jardins paysagers. Côté est, sont disposés sur 2 rangées les ministères de la propagande, de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur, de l'éducation, des finances, de l'alimentation et du travail. Côté ouest se trouvent les ministères des transports, des colonies et de l'économie. Quelques bâtiments viennent en quelque sorte briser le caractère gouvernemental de ce quartier, comme la résidence de l'Orchestre Philharmonique de Germania et le nouvel Opéra du Reich, qui sont placés entre les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur, ainsi que les sièges de plusieurs firmes industrielles du secteur automobile. La Prachthalle se termine par 2 immeubles parmi les plus surveillés de Germania, car ils sont particulièrement sensibles. Le quartier général de la SS et de la Gestapo sur le trottoir ouest et le siège du NSDAP sur le trottoir est. Au-delà, on peut découvrir la place de la gare du Midi, qui concentre l'essentiel des activités culturelles et de loisirs de Germania, avec un opéra comique, des théâtres, dont un est doté de 4000 places, un palais des congrès appelé Maison des Nations, qui est un centre de divertissement administré par le Front allemand du travail. Il y a un cinéma de 6000 places et une gigantesque piscine couverte inspirée des termes romains. Cette place de la gare du Midi s'étend sur une longueur de 1000 mètres et une largeur de 330 mètres. Elle est la plus grande place pavée du monde, avec ses 330 000 mètres carrés et surtout, quand on s'approche depuis le nord, le visiteur distingue l'autre monument emblématique de Germania, l'Arc de Triomphe. C'est Albert Speer qui a eu l'idée de le construire quand il a vu une esquisse tracée par Hitler en 1925. Cet édifice de 117 mètres de haut, 170 de long et 119 de profondeur est 4 fois plus volumineuse que l'Arc de Triomphe de Paris. Il est paré de 24 statues et bas-reliefs sculptés par Breker. Ce monument colossal fait lui aussi office de mémorial, puisque les noms des 1,8 million de soldats allemands tombés au champ d'honneur durant la Première Guerre mondiale doivent y être gravés. Un autre symbole de la soumission des peuples vaincus par les armes de la Wehrmacht est prévu sur la place de la gare du Midi, et il doit être décoré de pièces d'artillerie prises à l'ennemi. La présence de matériel de guerre exhibé en trophée est d'ailleurs récurrente dans Germania, puisqu'Hitler a aussi fait placer des canons et des chars capturés en d'autres points de la Grande Avenue. Au total, il doit y en avoir 200. Au bout de la place se trouve évidemment la Grande Gare du Midi,
qui constitue l'aboutissement visuel de la Grande Avenue. Également conçue par Albert Speer, elle répond en partie aux besoins induits par l'entière restructuration du réseau ferroviaire berlinois. C'est le seul édifice de Germania dont la construction fait principalement appel à des matériaux modernes, avec sa charpente métallique couverte de plaques de bronze et de cuivre. Ce bâtiment de plus de 200 000 m² se distingue par son hall carré de 300 mètres de côté. Une allée centrale permet de gagner les quais, mais aussi les 2 grands pavillons de réception de la gare, comprenant l'un et l'autre des salles d'attente, un cinéma, des galeries marchandes, des buffets et bien d'autres choses. C'est aussi là qu'est installé le siège du Deutsche Reichsbahn, ainsi qu'un hôtel de 3000 lits. Sous terre, il y a 4 niveaux de circulation superposés, qui sont reliés entre eux par des escaliers roulants et des ascenseurs, et forment un nœud de communication entre tous les transports publics de Germania. Avec ses 22 voies ferrées, sa station de métro, sa gare routière et ses correspondances avec les aéroports internationaux de la capitale, la gare du Midi dépasse les capacités de transport de l'immense grand central terminal de New York. En somme, la gare du Midi remplace les nombreuses têtes de ligne des gares de Lehrte, de Stettin, de Silésie, d'Anhalt et de Potsdam. Ces nouvelles gares du Nord et du Midi absorbent la totalité du trafic ferroviaire urbain, régional, national et continental qui doivent converger vers la capitale. Cette restructuration du réseau se traduit par la déstructuration de 50 000 logements, notamment le quartier juif du quartier des Granges. Mais la suppression des 5 gares et le déplacement des voies de garage, de dépôt et de triage en dehors de Germania auraient permis de créer une zone résidentielle capable d'accueillir près de 400 000 personnes. Si l'axe Est-Ouest est secondaire par rapport à la Grande Avenue, il n'en est pas pour autant sans intérêt. Si les visiteurs descendent à la station de métro Alexanderplatz, puis marchent en direction de l'Est, ils découvrent l'île aux musées. Au nord, ils trouvent le musée germanique, le musée égyptien et le musée du XIXe siècle. Tous ont un style bien différent, mais l'ensemble de ces architectures s'accorde avec le Kaiser Friedrich Museum, qui est situé à proximité. Au sud de la rivière se trouve le musée d'ethnologie, puis celui de la Première Guerre mondiale, dont la muséographie doit mettre en valeur le courage d'Hitler dans les tranchées. Le quartier d'Unter dem Linden est préservé par Hitler et Speer. La célèbre porte de Brandebourg, couronnée du quadrige de la déesse de la victoire, est toujours là. Mais elle est reléguée au rang d'édifice anodin au milieu du gigantisme des nouvelles constructions de Germania. Juste à droite de la porte se dresse le siège du géant de l'industrie IG Farben. Plus bas, sur la Wilhelmstrasse, à l'angle de la Prinz Albert Strasse, s'élève le ministère de l'Air, qui a été inauguré en 1936. Il s'agit d'un imposant complexe de plusieurs immeubles comprenant une cour d'honneur, dans laquelle Göring organisera de fastueuses soirées pour fêter les victoires de la Luftwaffe. Plus loin, les touristes pénètrent dans le quartier de Charlottenburg avant de rejoindre l'ancienne Adolf Hitler Platz, rebaptisée Mussolini Platz. Hitler dit à Albert Speer en présentant les plans de Germania : « Je pourrais faire un grand honneur au Duce en lui cédant ma place. J'ai déjà dessiné moi-même l'ébauche d'un monument Mussolini. » De là, on accède à la grande cité universitaire ainsi qu'à l'hôpital de la ville, un gigantesque bâtiment de 30 étages en forme de H. Juste au nord se trouve toujours le complexe sportif où se sont déroulés les Jeux olympiques d'été de 1936. Au sud du campus, divers bâtiments ont été édifiés en bordure de la forêt de Grunwald, autour d'une grande place rectangulaire enjolivée de fontaines et de plantations. S'y trouvent 3 instituts de recherche militaire, un institut d'ergonomie et le service des brevets du Reich, auquel Hitler accorde une importance toute particulière. La sténographe du Führer note : Il est stupide de communiquer à l'étranger nos procédés de fabrication par le système des licences.
Même le Brésil, qui n'a à son crédit aucune invention notable, croit pouvoir profiter des circonstances pour suspendre la protection des brevets et utiliser les neutres sans frais. Le Führer décide donc qu'à l'avenir, tous les brevets allemands demeurent secrets. Il a déjà remarqué depuis longtemps que divers peuples, par exemple les Russes et les Japonais, qui n'ont eux-mêmes réalisé aucune découverte importante, quand ils désirent fabriquer un article déterminé, disons une machine-outil, en font venir un modèle d'Amérique, un d'Angleterre et un d'Allemagne, s'en procurent les plans si possible, et en se servant des trois, en construisent un qui est naturellement meilleur. À côté de ces bâtiments est élevée une grande construction abritant le service des forêts du Reich, à l'architecture richement décorée et un musée de la chasse qui est un bâtiment beaucoup plus sobre. Sur le même modèle que le bois de Boulogne parisien, le Grunewald est ouvert au public et propose aux habitants de Germania des sentiers de promenade, des aires de repos, des terrains de sport et des restaurants. Albert Speer y fait planter des dizaines de milliers d'arbres feuillus afin de reconstituer l'ancienne forêt mixte déboisée par Frédéric II pour le financement de la guerre. Ces terrains sont directement bordés par l'autoroute périphérique, dont le tracé marque la limite effective de Germania. De l'autre côté des voies rapides, conformément au projet de déforestation de la marche de Brandebourg, imaginé par Heinrich Himmler, il y a des espaces verts aménagés par un haut fonctionnaire des eaux et forêts qui est doté des pleins pouvoirs. Il a transformé la forêt de conifères caractéristiques de la région en une forêt d'arbres à feuilles caduques. Ces bois sont parsemés de terrains de sport et de jardins potagers ouverts à tous, de chemins de randonnée, de pistes cyclables et d'allées cavalières qui permettent de les sillonner en tous sens. Si les visiteurs s'aventurent à l'extérieur de la capitale, ils découvriront de vastes quartiers résidentiels, comme la banlieue de Schustadt, qui accueille 210 000 habitants, ou Holstadt, un faubourg destiné à loger avec le confort le plus moderne 445 000 personnes. Il y a des écoles, des crèches et des foyers des jeunesses hitlériennes, les lignes de métro et d'omnibus reliant ces cités au centre de la capitale. Bien qu'on soit plongé dans Germania depuis de longues minutes en tant que visiteur, vous vous doutez bien que, suite aux nombreuses défaites de l'armée allemande, Germania, bien qu'elle soit audacieuse sur le plan de maquette, n'a jamais vu le jour. Hitler a toujours vu la destruction de Berlin par les bombes comme un point positif pour construire enfin Germania. Mais la nouvelle capitale allemande n'a jamais vu le jour. Pour vous donner une idée, on peut l'apercevoir dans la série de jeux vidéo Wolfenstein, où le joueur plonge dans Germania, la nouvelle capitale allemande. Hitler a prédit en 1935 « Dans 10 ans, vous ne reconnaîtrez plus Berlin ». Ce n'est pas faux, puisqu'en 1945, Berlin est complètement détruite et doit être reconstruite après la guerre. Berlin a été reconstruite de ses cendres. Et elle ne portera pas le nom de Germania, mais elle conservera son nom, Berlin.